Il y a une dizaine d'années, lorsque j'ai découvert Jean-Claude Van Damme, c'était à la télé dans un best-of qui, je dois l'avouer, ne le mettait pas forcément en valeur. Au début, avec le peu que j'avais vu sur cet acteur et avec l'image que j'avais de lui à l'époque, je me demandais comment un mec aussi perché avait pu réussir à Hollywood. La seule base que j'avais était une interview très célèbre dans une salle de sport. Le Burlot, dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Et une autre où il exprimait son avis sur Adam et Ève. Tout ce qui est le serpent avec Adam et Ève et la pomme, j'y crois plus. Je suis trop malin pour ça. Parce qu'un serpent est gentil. Et une pomme, c'est bon. Ça contient de la pectine. C'est anti-cholestérol. Et on sait tous qu'il ne faut pas croire tout ce qu'on voit à la télé. Mon père m'a alors sorti le premier film que j'allais voir de Van Damme, mais également le premier qui fera de lui l'acteur qu'il est aujourd'hui, Bloodsport. Et je dois vous dire que j'étais sur le cul, parce que quoi qu'on en entende et quoi que l'on dise, le destin de Jean-Claude Van Damme, c'était d'être acteur en fait. Rappelez-nous votre nom. Jean-Claude Van Damme. On s'en souviendra. Merci. Tous les gens te diront dans la vie, c'est impossible, t'es trop loin, c'est pas faisable, c'est trop dur. Ça, c'est les bruits du monde. Mais les gens n'écoutent jamais le silence, qui est un son de l'âme, c'est-à-dire de se remettre sur soi-même, à l'intérieur de soi-même, et de réaliser, de demander à soi-même ce qu'on veut faire dans la vie. Et moi, j'ai pas passé ma vie à rêver. J'ai cru en mon rêve. J'en ai rien à foutre de montrer aux gens qui je suis parce que je sais qui je suis. Il y a des gens qui doivent montrer quelque chose à propos d'eux parce qu'ils sont perdus. Jean-Claude, I'm Julie Moran from Movie Time. I'm here for the interview. Hi, Julie. I'm just training right now. But you know what? Let's train together. Follow me. Notre histoire commence avec un rêve, celui de Jean-Claude Van Varenberg. Nous sommes dans les années 70 et le jeune Belge va faire la rencontre d'une des premières personnes qui changera sa vie, Abdel Kici. Pourquoi je parle de changer sa vie ? Eh bien c'est tout simplement lui qui va lui présenter son frère, celui qui deviendra son meilleur ami, Mohamed Kici, avec qui il va se lancer dans la grande aventure qu'est Hollywood. Et je peux vous assurer qu'on voudrait tous avoir un Mohamed Kici à ses côtés. Quelque temps après, c'est une autre rencontre qui va bouleverser la vie du futur acteur. Celle de Paul Van Damme, toujours grâce à Abdel Kici bien sûr. Paul Van Damme, c'est celui qui va proposer à Jean-Claude de partir pour Hong Kong avec Mohamed, afin d'effectuer un photoshoot pour la marque Pierre-Alexandre, où il devra poser comme s'il devait se battre, dans des positions de combat classiques quoi. Et c'est lors de la réception de ce photoshoot que dans sa tête ça va faire tilt. L'envie de jouer dans des films d'arts martiaux était inéluctable. Il ne pouvait plus s'enlever ça de la tête. Quelque temps plus tard, les deux amis vont faire connaissance avec un Américain qui les avait encouragés à aller à Los Angeles. Il leur a même dit, qu'il avait une villa sur Hollywood avec piscine, etc. Mais surtout, et mettez-le bien dans un coin de votre tête, qu'ils étaient tous les deux les bienvenus. Alors, après avoir mis de l'argent de côté, Jean-Claude prit la décision de faire le grand saut avec son ami. En 1982, direction Los Angeles, le berceau des grandes stars d'Hollywood. Le seul endroit où ils pourront accomplir leur rêve, celui d'être acteurs. Et ce que je trouve dingue, c'est que même si les gens leur expliquaient que c'était pas possible, qu'ils allaient rentrer rapidement, que l'Amérique n'a pas besoin de deux Belges, comme en vous de Bruxelles, vous allez partir à Hollywood faire des films. Et ils y sont quand même allés. Ils ont porté leurs couilles jusqu'au bout. À cette époque, ils étaient inarrêtables et leurs proches n'étaient pas vraiment partants à l'idée de les voir s'envoler. Arrivés à Los Angeles, ils essayèrent d'appeler l'Américain. Eh bien, devinez quoi, il n'a jamais répondu le fumier. La seule personne sur qui il comptait venait de leur mettre un faux plan. Les jeunes Belges se sont vite rendus compte que c'était la merde. Ils ne parlaient pas anglais couramment. D'ailleurs, petite parenthèse par rapport à ça, Jean-Claude n'a pas vraiment appris l'anglais en regardant les pierres à feu. Il a dit ça lors d'une interview pour faire marrer un peu les spectateurs. Il a tout simplement appris sur le tas. Et en vrai, à force, ça vient tout seul. Bref, il n'avait plus d'argent, pas de visa de travail et surtout pas de contact. Que dalle. Excédé de cet imprévu, Jean-Claude voulut rentrer directement pour la Belgique, mais Mohamed n'était pas de cet avis. Ils étaient partis fiers et motivés, tout ça pour rentrer humiliés.
C'était hors de question. Ils sont alors partis à la recherche du seul endroit où ils étaient bons à l'époque et qui leur était familier, une salle de sport. Ils arrivèrent donc près d'une salle de kickboxing à Santa Monica et il commençait à faire nuit. Le gérant de la salle sort et il entend dans quelle galère se sont mis Jean-Claude et Mohamed. Il leur ouvrit les portes pour les accueillir une nuit dans sa salle jusqu'à ce qu'ils rentrent le lendemain. Même s'ils étaient sortis d'affaires pour une nuit, ils étaient dans un établissement complètement crade. Ça puait la transpiration, tu sais, comme l'odeur des vieux chasubles qu'on te forçait à mettre en cours de sport. Mohamed a alors l'idée de faire le grand ménage. Le lendemain matin, le proprio arrive et reste scotché. Il leur proposa même de rester un peu plus longtemps. Mais c'est pas tout. Quand les Belges lui demandèrent si c'était possible de s'entraîner dans sa salle, il fut tellement impressionné par les capacités sportives et l'aisance qu'ils avaient dans leur façon de s'entraîner qu'il leur proposa également un travail. Donner quelques cours privés. Bon, je récapitule. Ils sont maintenant à Los Angeles, motivés comme jamais. Ils ont un moyen de gagner du temps et un peu d'argent en enseignant et en entraînant des sportifs. Mais après, eh bien de 1982 à 1986, ça va être une vraie galère. Mais même le mot galère n'est pas assez fort pour exprimer l'état de conscience de ces gars. Pourtant, ils vont tenir le coup, année après année, enchaînant les boulots les plus variés. Il fallait serrer la vis car il n'avait plus un rond. Et tellement Jean-Claude était dans la merde, il profitait du fait de passer des nuits chez quelques conquêtes pour se reposer et prendre une douche. Sinon, il dormait dans sa voiture. Il va travailler comme livreur de pizza, masseur, il posait même des moquettes, bordel. Ça veut dire qu'il y a un mec à Los Angeles qui marche sûrement sur une moquette posée par Jean-Claude Van Damme. Vous imaginez? Il a été aussi videur dans le restaurant tenu par Chuck Norris et sa femme, et chauffeur de limousine, ce qui lui a permis de connaître tous les lieux importants de Los Angeles. Il fit la connaissance de Chuck Norris, après l'avoir contacté, il lui proposa de s'entraîner avec lui. Mais pour y parvenir, il faudra d'abord prouver qu'il est meilleur que son entraîneur. Ni une ni deux, Jean-Claude se rend chez l'acteur, et met limite KO son ancien coach. Quand il travaillait pour Chuck, il partait de chez lui dès 2h du matin pour être à 4h là-bas, prêt pour l'entraînement en tant que sparring partner, 3 fois par semaine pendant quelques mois. Il eut également l'occasion de l'accompagner sur 2 tournages, et ça ne se refuse pas. On parle quand même de Chuck Norris. En 1984, toujours à la recherche d'un moyen de passer à l'écran, Mohamed Kissi va alors prendre l'étonnante décision de se donner au maximum pour pousser Jean-Claude à la réussite. À commencer au jour où ils faisaient tous les deux de la figuration dans Breaking. Ayant une bonne vue sur ce que la caméra filmait, il lui chuchotait où se placer pour apparaître le plus possible à la caméra. Il y avait même une scène où tous les figurants devaient courir et où l'on voyait JCVD taper un grand écart en sautant. Malheureusement, la production du film va couper cette scène, parce qu'on ne voyait que lui. Cette même année de 1984, il va obtenir son premier rôle secondaire très bref, celui d'un karatéka homosexuel dans Monaco Forever. Ok. Mais l'année suivante, il va décrocher un rôle un peu plus important, parce qu'il va jouer le méchant dans Karate Tiger. Sa carrière venait de commencer, il lui fallait un nom d'artiste. Son patronyme semblait un peu plus compliqué à retenir pour les Américains. Alors il va troquer Jean-Claude Van Varenberg pour Jean-Claude Van Damme. Il va continuer les rôles de méchant dans L'Arme Absolue, et on en vient maintenant à un passage de sa vie assez connu, et je parle là de Predator. Alors que s'est-il vraiment passé? Il y a différentes histoires par rapport à ça, notamment de points de vue. Alors vu que c'est une vidéo sur Jean-Claude Van Damme, je vais vous raconter sa version des faits. Tout d'abord, la production a fait venir JCVD dans les studios de la Fox, où il a un peu montré ce qu'il savait faire niveau agilité, et ils ont carrément validé sa performance. Ensuite, ils lui ont moulé tout le corps avec une sorte de cire brûlante pour le costume de la créature. Il en avait tellement partout sur la tronche qu'ils ont dû lui mettre un tuyau dans la bouche pour qu'il respire. Il devait tenir comme ça une vingtaine de minutes. Le supplice quoi. Au cas où, on lui dira de serrer fort la main qu'on lui tendait s'il n'arrivait plus à respirer. Mais tellement c'était chaud, Jean-Claude commençait à paniquer. Et devinez ce que la prod va lui dire. Allez, tiens encore 4-5 minutes, ça va le faire. Alors quand ils lui ont retiré, il avait vraiment l'air d'une merde. Il était complètement sale et logiquement très mal à l'aise. Pour rendre le Predator plus imposant et impressionnant, il fallait qu'il soit grand. Alors ils ont demandé à Van Damme de monter sur des échasses et de reproduire quelques cascades. Mais là, faut pas déconner. Pour lui, c'était trop dangereux, alors à force, il a laissé tomber au vu des risques. Et puis, il est pas con, il a compris qu'en fait, il allait juste faire un travail de cascadeur sur le film. Ce qu'il voulait, lui, c'était se faire remarquer. Et apparemment, la personne qui a remplacé le Belge, c'est lui casser la gueule. Du coup, table rase de ce costume à 2 balles, et la production va complètement changer d'optique sur le Predator.
Un jour, Jean-Claude Van Damme alla à un restaurant, le 385 North, situé à côté de la Ciénaga Boulevard. Il poussa la porte d'entrée et quand lui rentre, un homme accompagné de 2 Asiatiques sort. Cet homme ayant produit de nombreux films n'était autre que Menahem Golan, qui était un des patrons de la Canon. Et là, BAM! JCVD l'intercepte en gueulant. Il commence à lever sa jambe juste au-dessus de la tête du producteur. Étonné, Menahem lui remet sa carte et lui demande de passer le lendemain à son bureau. Mais il y a une autre version de cette histoire, de cette rencontre. Et elle est beaucoup plus classe. Un jour, alors qu'il était serveur dans un restaurant français, Jean-Claude passa à côté de Menahem, qui était accompagné de sa femme. Il portait 2 assiettes de soupe et s'approcha de la table en le questionnant sur son identité. Et à la seconde où le producteur affirma son nom, Van Damme fit un mawashi au-dessus de sa tête, sans faire tomber une seule goutte de soupe. C'est les fesses serrées et les yeux bien ouverts face à ce qui venait de se passer qui lui remit sa carte et lui donna rendez-vous. Alors, elle est mieux celle-ci, pas vrai? Ce qui est fou avec Jean-Claude Van Damme, c'est que son histoire est une légende. On ne sait pas vraiment ce qu'il s'est passé, et il y a à chaque fois des versions différentes, mais qui sont toutes aussi cool les unes que les autres, et c'est ça qui, je trouve, rend sa vie incroyable. Bon, reprenons. C'était l'ultime chance qui s'offrait à Jean-Claude Van Damme. Le fait d'avoir croisé cet homme et d'avoir obtenu un rendez-vous ne devait pas être gâché. Il a pour l'occasion préparé un speech pour le convaincre et obtenir ce pourquoi il était venu à Hollywood. Le lendemain, il arrive au bureau de Menahem, un bureau luxueux, bondé d'affiches de films comme Invasion USA avec Chuck Norris. Pour Jean-Claude, qui était censé avoir préparé son rendez-vous, c'était soudain le trou noir. Il avait tout oublié, il était complètement déstabilisé. Et tu sais, Menahem, il m'a passé sa carte, il dit viens me voir demain. Et je rentre dans son office, et j'ai préparé mon speech et tout, tu sais. Et je m'amène devant lui, et je le vois. Et je sais pas quoi dire, tu sais, tout se bloque. Je m'assis, je dis Menahem, je suis venu ici il y a 5-6 ans, j'ai pris un bal, comme toi, et je crois que j'ai beaucoup de talent. Je suis pas cher, je suis gratuit. C'était l'époque, c'était le départ, c'est la seule entrée, c'est le karaté, c'était ma seule chance. Pour se vendre, celui qui se fera surnommer Muscle from Bustle va montrer ses muscles. Ensuite, il va choper 2 chaises qui se trouvaient à côté de lui et va taper son plus beau grand écart facial. La réaction de Golan est nette et directe, il va lui dire « Qu'est-ce qu'un grand écart va apporter à mon film ? En fait, tu ne sais rien faire. » Et là, JCVD, complètement abattu par des années d'efforts, se revoyait en train de voler de la nourriture pour se nourrir. Il repensait à ses seconds rôles ratés et ses figurations passées inaperçues. Là, c'était trop pour lui et il commença à chialer. Menahem va de suite le reprendre en main, va lui proposer des cookies et du lait. Mais pas seulement, il va prononcer une phrase que Van Damme se souviendra toute sa vie. Bring me the movie Bloodsport. Yeah, Bloodsport. Il me dit, you want to be a star? I make you a star. Boum, le sport tombe, et moi, évidemment, moi, je dis rien. Mais mes jambes, et j'ai des trucs là en dessous des jambes, et ça monte, et je suis content, et mes yeux, j'ai envie de crier à plafond, là, je te le passe 2 fois. Menahem Golan lui demande alors s'il a une carte verte pour bosser. Jean-Claude lui répond qu'il en a, alors qu'il n'en a pas, hein, évidemment. Et heureusement pour lui, le tournage du film se fera à Hong Kong. Alors là, la roue a enfin tourné. Jean-Claude a enfin son premier rôle et il était temps de laisser une trace dans l'histoire. Je ne parle pas là de l'histoire du cinéma, mais de son histoire. Il rencontra le vrai Frank Dux pendant le tournage et s'entendra bien avec lui, mais petit à petit, ça va un peu être tendu entre les deux. Très vite, Jean-Claude va se rendre compte que le scénario, c'était pas trop ça. Mais pas de problème, il a entre les mains un film où ça cogne, et ça, il sait faire. Le montage était carrément naze, de son côté, Menahem laissa tomber. Il produisait des films à la chaîne, alors il en avait plus rien à foutre. Mais pas question pour Jean-Claude d'abandonner. Il s'est accroché à son rêve, et il retapera la totalité du montage, avec l'aide inestimable de Mohamed Kissi. Parce que oui, sans Mohamed Kissi, Bloodsport n'aurait pas été le film que l'on connaît. C'est lui qui a eu l'idée de beaucoup de chorégraphie dans le film, et aussi de prendre Donald Gate pour jouer Ray Jackson par exemple. C'est seulement à la sortie de la VHS de Bloodsport que le film va faire un carton. C'est dingue de se dire que ce petit morceau de plastique va carrément lancer la carrière de Jean-Claude Van Damme. Le film va tellement se vendre en vidéo qu'ils vont le sortir au cinéma. On partait d'un budget bas de 1,5 million de dollars pour arriver au final à plus de 11 millions au box-office américain. Le film arrivera numéro 1 chez nous, gratifiant la réputation de Van Damme. Par contre, il y a une petite coquille dans tout ce succès.
les Razzie Awards, la remise de prix pour les pires artistes du monde du cinéma. En 89, Jean-Claude sera nominé en tant que pire révélation, mais ne sera pas élu, laissant Ronald McDonald remporter le trophée. Du coup, le film était un succès, certes, mais Jean-Claude n'allait pas s'arrêter là. La soif de reconnaissance était présente, et également les producteurs avec leurs contrats juteux et leur oseille à foison. À peine le film sorti que Jean-Claude se mit à signer tout ce qu'on lui proposait. Mais ça, c'est une autre histoire. Ici s'achève le long périple de Jean-Claude Van Damme pour accéder à son rêve. J'espère que revenir sur son parcours vous a plu. Moi, j'ai adoré me retaper les interviews de Van Damme et Kissy. Ce sont deux personnes qui, pour moi, prouvent qu'avec assez de volonté, l'on peut devenir qui on veut. N'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner si mon contenu vous plaît. Quant à moi, je vous retrouve la prochaine fois pour une histoire toujours aussi ouf.